Donc, Jean-Baptiste, tu en es le directeur. Qu'est-ce que c'est que ce think tank? Déjà, ce mot un peu qu'on connaît, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il recouvre? Et Agridé, c'est en fait une organisation qui a une certaine histoire et qui a évolué au fil des temps. Est-ce que tu peux nous en Oui, dire un petit peu plus? tout Merci. à fait. Alors, avec effectivement un peu d'histoire, en 1867 naît la première organisation professionnelle agricole, la Société des agriculteurs de France. Donc, c'est une association très vite reconnue d'utilité publique, créée par et pour les agriculteurs. Et au milieu des années 2010, après 150 ans d'histoire, la SAF devient Agridé, le think tank de l'entreprise agricole, indépendant, à partisans, qui essaye de faire entendre la voix donc, de l'entreprise agricole. Donc, notre laboratoire d'idées est donc consacré à la reconnaissance et au développement de l'entreprise au sein de la chaîne de valeur alimentaire et non alimentaire. Nous organisons des événements pour ce faire, des groupes de travail au sein desquels l'ensemble de notre écosystème peut participer, nos adhérents et puis également nos invités experts qui confrontent leurs positions et qui construisent ensemble une réflexion qui permet ensuite voilà, de produire des livrables tels que la note sur la souveraineté alimentaire, le Capoulet. Ces idées, tout le monde peut s'en emparer. Hein. Nous sommes un think tank, un laboratoire d'idées, donc toute notre production est sur notre site internet et dans notre très belle revue, la revue Agridé. C'est important puisque nous sommes labellisés comme think tank et à ce titre, l'ensemble de la production doit être disponible au grand public. Donc, qui peut s'en emparer? Évidemment, tout le monde, les organisations professionnelles agricoles, le public et les politiques, s'ils considèrent que le travail que nous fournissons est de qualité et convient ou répond aux attentes de la chaîne de valeur. Voilà, nous sommes un conseil, la gouvernance, c'est un conseil d'administration de 24 membres. Moitié de cette gouvernance, moitié de ce conseil d'administration est composé d'agriculteurs et d'agricultrices. Et puis l'autre partie, c'est des représentants de l'ensemble de la filière, des filières. On essaye d'équilibrer les représentations à la fois sur les différentes filières et sur les différents territoires de France. Une équipe d'experts dédiée à cette réflexion. Donc voilà, nous sommes une équipe de 9 personnes, dont 5 experts. Yves est l'un d'entre eux, qui s'occupe donc des filières et des marchés. Voilà pour la présentation d'Agridé. Alors, ce que tu as oublié de dire, c'est que dans les mois qui viennent, nous allons échanger de plus en plus, puisque nous avons effectivement noué une adhésion croisée qui va nous permettre de renforcer nos liens avec Agri-Demain. Très bien, et on en est très content. Alors, on va rentrer effectivement dans ce thème de la souveraineté alimentaire. Alors, c'est vrai que depuis 2020, en gros, ce terme a repris. Avant, c'était un peu un mot tabou. Et depuis 2020, quand le président, vous vous rappelez qu'il parlait au moment du Covid, a prononcé cette phrase ô combien célèbre, déléguer, à quelques mots près, hein, déléguer notre alimentation à d'autres est une folie, en mars 2020. C'est depuis ce moment-là que le terme a pris vraiment une importance, que tout le monde a essayé d'incarner un peu cette notion de souveraineté. Mais est-ce que ce n'est pas en gros une posture que cette souveraineté? Est-ce que les choses ont avancé? On va le voir. Moi, j'ai regardé un petit baromètre qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est dans les discours de politique générale de nos premiers ministres. Édouard Philippe a prononcé le terme la souveraineté une fois. Jean Castex l'a prononcé une fois. Et M. Attal, notre Premier ministre actuel, l'a prononcé 13 fois. Est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment parti dans une incarnation du terme et une concrétisation? On va le voir. Sur le Capoulet, je suis un petit peu pessimiste, mais donc je vais donner la parole à l'expert, donc Yves Le Morvan, qui a effectivement fait cette note très, très intéressante, donc souveraineté alimentaire, le Capoulet. Mais avant de rentrer dans le cas du poulet, Yves, toi, quelle est ta conception de la souveraineté alimentaire? Merci. Alors, dans les premiers ministres, tu as oublié Elisabeth Borne, hein, quand même. Non, mais je ne sais pas combien de fois elle l'a dit. Tu ne sais pas combien de fois elle l'a dit. Elle l'a sûrement dit pas mal de fois, quand même. Bon. Alors, la souveraineté, oui, la première fois où c'est devenu un mot majeur sur le plan politique, tu as raison, c'est 2020, on est en pleine crise du Covid. Donc, ça vient de ce moment-là, de tout simplement l'approvisionnement
alimentaire des Français, la fameuse première et deuxième ligne. Alors pourquoi la souveraineté? C'est devenu un thème politique. Le ministère de l'Agriculture désormais a repris également ce nom-là. Donc on y voit quand même des réflexions profondes. Alors pourquoi s'y être intéressé au sein du think tank et avec les collègues qui ont bien voulu partager les réflexions? C'est que tout simplement, la souveraineté, tout le monde en parle, mais elle n'est pas définie. En tout cas, elle n'est pas définie dans les textes. La définition historique ou internationale porte sur la sécurité alimentaire, mais pas sur la souveraineté alimentaire. Et donc, ça devient tout de suite un sujet, puisque tout le monde, comme tu le dis, justement, s'en empare, mais le terme n'est pas défini. C'est assez paradoxal. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'endroit où on parle de souveraineté alimentaire, c'est pas n'importe où. C'est dans le Code rural. Dans le Code rural, partie législative, article 1, donc au sommet, il y a la souveraineté alimentaire, mais il n'y a pas la définition. En boucle, on dit après, bon, ça dépend de l'Europe. Est-ce qu'une définition un peu basique, c'est ne pas dépendre? Est-ce que c'est valable ou pas du tout, ça? C'est incomplet. Je dirais que c'est pas seulement ne pas dépendre, c'est aussi choisir ces dépendances. Parce que c'est choisir ces dépendances ou du moins ces interdépendances. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans un pays comme la France qui est relativement, je dirais évidemment pas béni des dieux, mais qui est bénéficiaire d'un climat plutôt sympathique. Donc dans des pays qui sont dans des zones plus difficiles, le sujet c'est comment proposer une souveraineté alimentaire en termes choisis. Ne pas dépendre en tout cas de plusieurs fournisseurs et être capable de proposer à minima une partie d'alimentation nationale faite sur le territoire. Donc ces dépendances, interdépendances. Dans les définitions que vous proposez, il y en a une qui a été citée dans une très belle étude de François Grimer, je la lis, et François Grimer dit c'est la capacité d'autodétermination d'un État, ou ça peut être de l'Europe, sur les systèmes alimentaires, et ça c'est très important, on ne parle pas que de l'agriculture, on parle des systèmes alimentaires, on va jusqu'aux consommateurs, qui se déploient sur les territoires. Et le terme territoire nous a bien plu aussi, parce qu'une des premières questions qui se posent quand on réfléchit à la souveraineté, c'est la souveraineté, elle est territoriale, nationale, française ou européenne. On a un peu trop tendance à dire, ouais, c'est européen. Pour nous, c'est une définition un peu trop courte. Yves, merci. Alors, on va continuer, on va descendre un petit peu dans la problématique. Et l'intérêt de cette note, c'est que justement, on sort un peu du terme valise, puisqu'on rentre dans un cas concret, le cas du poulet. Alors, si mes calculs sont bons, je crois qu'on consomme 1,5 milliard, 1,5 milliard poulets par an. Donc, pourquoi avoir choisi le cas du poulet? Ça, c'est intéressant, Yves, tu vas nous le dire. Est-ce que c'est parce que c'est une excellente filière? Est-ce que c'est parce que le cas est désespéré et il cristallise tous les problèmes qu'on rencontre derrière ce terme? Mais en tout cas, tu annonces la couleur dans le début de ton introduction, dans la fin de ton introduction, puisque tu écris « Le poulet serait-il un aimant pour attirer les ennuis ?» Oui, actuellement. Plus généralement, par son cas, il permet de sonder les profondeurs de ce qui s'appelle la souveraineté alimentaire. Alors, Yves, tu ne mâches pas tes mots dans cette introduction, mais dis-nous-en un petit peu plus. Quelles sont un peu l'architecture de cette note sur le cas du poulet? Alors, effectivement, on s'est posé la question, pourquoi le poulet? Au début, on pensait réfléchir sur la volaille, et puis finalement, la volaille, on l'a recentrée sur le poulet de chair. C'est un peu comme si on avait voulu travailler sur les fruits et légumes. La famille est très nombreuse, donc du coup, arriver à une démonstration qui soit clairement entendue devient difficile. Donc, on a centré sur le poulet de chair. Il y a beaucoup d'éléments qui nécessitent ça. Évidemment, il y a un chiffre. Les chiffres ne sont pas magiques. Mais quand on apprend qu'un poulet sur deux consommé en France aujourd'hui est issu des importations, de différentes origines, mais des importations pays tiers Union européenne, ça pose tout de suite question. Et je dis bien des importations, parce qu'évidemment, il y a le Brésil, il y a l'Ukraine, mais il y a aussi d'autres pays au sein de l'Union européenne qui ont des pratiques un peu différenciantes. Pourquoi le poulet aussi? Parce que c'est un très bon lien sur quelque chose qui est toujours critique, c'est-à-dire la relation entre animal et végétal. Là, on a très clairement une relation très forte entre les différentes filières, et pour ça, c'est riche. Et puis, le poulet subit évidemment beaucoup d'avanies, pour utiliser des mots littéraires, et donc il y a la grippe aviaire, il y a les problématiques normatives qu'on connaît évidemment en ce moment, il y a les relations sociétales, il y a des questions d'environnement, il y a une très forte évolution des souhaits des consommateurs en fonction de l'évolution de la sociologie des consommateurs. Donc, quand on regarde tout ça, finalement, on a une roue qui tourne, qui est très globale. Le poulet est au centre, et on a considéré que c'est le meilleur exemple pour s'interroger sur la souveraineté sur le plan conceptuel, mais après, pour faire une analyse plus économique
et de regarder comment est-ce qu'on pourrait redécoller et ne pas rester dans une situation où, sur un socle qui est quand même riche en France, le secteur de la volaille et du poulet, comment on pourrait relancer ce qu'on appelle à Agridé le fait productif. C'est-à-dire que la production, on n'en parle plus. Ce qui est très, très, très curieux, et j'espère que les débats actuels très pluriels vont pouvoir remettre au centre ce que j'appelle dans une roue le moyeu de la roue, la production, et autour tous les nombreux enjeux. Donc voilà pourquoi le poulet. Alors, qu'est-ce que, en 2-3 mots, quand même, tu peux nous dire un petit peu, est-ce que le cas est désespéré? Est-ce qu'on a des pistes, quand même, un petit peu d'orientation d'avenir qui sont prometteuses? Bon, relancer la production, tu viens de le dire, mais est-ce qu'il y a quelques idées forces un peu que tu souhaites aussi souligner? Oui, là, ça n'est jamais désespéré. On a d'abord à Agridé, on a une vision relativement optimiste et en tout cas constructive de l'avenir. Mais c'est vrai que la situation est difficile. On est sur une pente où on est un poulet sur deux. Comment rebondir? Donc le premier sujet qu'on a travaillé, c'est effectivement comment relancer une production sur tous les segments qui nous concernent. C'est très important. On a des richesses chez nous, notamment les poulets de qualité, bio, label, etc. Il y a aussi les poulets de qualité jusqu'aux poulets standards. On ne le dit pas assez. Donc il faut qu'on relance la production, qu'on ait les capacités financières mais aussi des normes qui ne soient pas bloquantes pour qu'on puisse, pour un producteur, par exemple, agrandir ses ateliers ou ses poulaillers. Donc, dans les points qui ont été mis en avant, c'est la capacité de relancer pour partie la production, non pas pour combler le gap de l'importation. Si on importe très bien, on n'est ni contre les importations, ni contre les exportations. Au contraire, tout ça est très normal. J'ai parlé tout à l'heure d'interdépendance. Mais tout est centré sur la relance du fait productif en termes de financement, en termes d'allègement normatif, en termes d'explication avec les consommateurs, et puis aussi en dénonciation d'agressions extérieures. C'est le cas quand même des nombreux accords internationaux qui sont cités, et puis de régler quand même le cas ukrainien qui est très pénalisant. Donc il s'agit de dénoncer, mais pour combler ces éléments-là. Donc voilà les différentes pistes travaillées. Ok, merci. J'aime bien l'image du moyeu de la roue. On comprend bien l'utilité de la relance de la production. Alors, on a autour de la table différents acteurs qui vont justement éclairer notre sujet. Et on a le directeur d'Envol. Il va nous dire ce que c'est, mais en gros, l'interprofession de la volaille de chair. Je crois que c'est indispensable qu'il soit parmi nous. Yann Nedelec, tu es directeur de Envol. Et je crois que tu as aussi, quand on a préparé cette table, ta propre définition, une petite nuance sur la souveraineté alimentaire. Oui, donc Envol, c'est l'interprofession de la volaille de chair, interprofession nationale de la volaille de chair, pardon. On regroupe 11 collèges, c'est l'interprofession longue, de l'accouvage jusqu'à la distribution-restauration, pardon, en passant par l'élevage, l'abattage, la transformation, les fabricants d'aliments. On existe depuis 2018 et en effet, le sujet de la souveraineté, c'est un sujet qui est pas nouveau au sein de l'interprofession de la volaille de chair, puisqu'on en parle depuis très longtemps. Alors, je ne sais pas si on a une définition particulière, mais en tout cas, pour la filière volaille de chair, tout à l'heure, Yves a cité la définition de France Agrimer, qui est la capacité d'un État à pouvoir autodéterminer ses systèmes agricoles pour approvisionner sa population. Alors, nous, ça nous va plutôt bien, mais pour la filière volaille de chair, la souveraineté, c'est la capacité à répondre à toutes les attentes des consommateurs en quantité, en qualité, en traçabilité et le quatrième point, en diversité. Sur la diversité, on est bon, puisqu'on a une multitude d'espèces. Là, on s'occupe du poulet, mais on a la dinde, la pintade, la caille, le pigeon, etc. Donc en matière de diversité, on est bon. En matière de qualité, on est bon. On a une multitude de segments. On est les leaders européens de la volaille plein air, via le label rouge notamment. En traçabilité, il suffit de suivre le logo volaille française. Par contre, en quantité, là, c'est plus compliqué. Il va déjà commencer à évoquer des chiffres. On importe un poulet sur deux consommé en France est importé. Et c'est vrai qu'on fait face à une augmentation de ces importations. On était à 10% dans les années 90, à 25% au début des années 2000. On est aujourd'hui à 50%. Et malheureusement, on a des inquiétudes avec les négociations Mercosur, avec l'Ukraine qui a été citée. Alors des inquiétudes qui sont en train petit à petit, pas d'être, on va dire, on est un peu plus rassuré depuis quelques semaines parce qu'il y a des engagements de la part de l'État qui semblent se concrétiser, déjà pour mettre un plafond d'importation au niveau de l'Ukraine, rejeter les négociations Mercosur, mais
tout n'est pas parfait. On doit encore se battre pour des clauses miroirs, etc. et éviter de mettre en concurrence des productions qui ne respectent pas les mêmes règles. Mais voilà, je dirais pour Envol, la souveraineté, c'est ça, c'est traçabilité, diversité, qualité, quantité. Alors, tu as évoqué quand même quelques leviers sur lesquels on pouvait agir. Déjà, est-ce que la souveraineté, le périmètre, ça a été évoqué un peu, c'est national, c'est européen? Alors, pour la filière volaille de chair, le périmètre de la souveraineté, il est national. C'est-à-dire que nous, on raisonne, quand on parle d'autodétermination de ces systèmes d'élevage, on le raisonne au niveau national. Par contre, la problématique, les solutions pour améliorer la souveraineté, elles vont se trouver certes au niveau national. Là, on va plutôt parler d'accompagnement au développement de la production sur nos territoires, notamment de la production standard, mais elles vont aussi se régler au niveau européen. Et tout à l'heure, j'évoquais justement les accords de libre-échange. C'est au niveau européen que ces choses-là vont se régler. Donc, il faut forcément raisonner les deux, parce qu'un quart des filets de poulet européens consommés ne sont pas européens. On ne peut pas parler de souveraineté au niveau national sans parler de souveraineté aussi au niveau européen et de mettre davantage de protection aux frontières. C'est pour ça que nous, on soutient beaucoup l'idée de la force de contrôle qui irait contrôler, alors pas qu'aux frontières, mais aussi directement dans les pays tiers qui nous exportent de la marchandise, pour justement essayer de, alors moraliser, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas faire en sorte que les produits, encore une fois que je disais, qui rentrent en concurrence avec les nôtres, respectent davantage les mêmes règles. Donc les deux sont complémentaires, il faut qu'on raisonne sur les deux. Très bien. Alors, il y a différentes filières qui ont été évoquées, produits de qualité. Donc, on a le cas des éleveurs bio, qui est extrêmement important. Et on a la chance d'avoir avec nous Benoît Drouin, qui est éleveur bio dans la Sarthe et vice-président du Sinalaf. Tu nous diras ce qu'est le Sinalaf. Mais c'est vrai qu'avec le bio, on pense tout de suite à la question du pouvoir d'achat, à un segment qui est quand même bien individualisé par rapport pour les consommateurs. La loi Egalim qui prévoit 20% dans les cantines, donc il y a des sujets quand même importants. Benoît, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le Sinalaf? Donc le Sinalaf en fait est une composante de notre Interpro Envol. C'est un syndicat en fait qui regroupe la totalité des labels avicoles de France. Donc en gros toutes les volailles qui vont à l'extérieur, donc le label rouge et la bio. Donc aujourd'hui c'est à peu près 6000 éleveurs pour environ un petit 100 millions de volailles produites. Oui, d'accord. Alors donc est-ce que le cas est encore, enfin les difficultés avec le bio sont encore plus exacerbées? Alors oui, parce qu'en fait, je pense que depuis le début de la matinée, en fait, on parle de production, mais en fait, on oublie, à mon avis, un maillon important, c'est la consommation. Voilà. Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui? C'est parce que le consommateur, en fait, ne fait qu'un choix, le prix. Et donc, à partir du moment où le prix est le seul choix, on sera toujours moins compétitif que des Brésiliens ou que les Ukrainiens. Donc, forcément, s'il n'y a pas des clauses miroirs, s'il n'y a pas de la régulation de marché, effectivement, ces poulets, petit à petit, au fil des années, remplaceront tous les poulets. Et indirectement, ça vient même concurrencer la bio, puisque en fait, on a parlé pendant très longtemps de monter en gamme. C'était un petit peu le leitmotiv des dirigeants politiques et même nous dans les interpros. Et on s'est aperçu en fait avec le révélateur qui a été l'inflation que tout d'un coup, on a pris une descente en gamme très brutale, pas marche par marche, mais 3 marches par 3 marches, qui fait qu'aujourd'hui, les poulets bio, on est passé de presque 15 millions de volailles en 2018-2019 à Covid à aujourd'hui 8 millions. Donc il y a bien une réalité prix qui fait que les gens, le consentement à payer, en fait, n'est plus là du tout. Alors, tu parlais de clause miroir. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que c'est quand même pour que les non-initiés puissent comprendre? Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour en parler ici, mais je vais essayer de donner ma définition. Oui. En fait, l'idée des clauses miroirs, c'est un peu d'avoir les mêmes règles pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous jouez une partie de foot ou de basket avec une autre équipe, il faut qu'elle ait les mêmes règles que vous, quoi. Si elle a un joueur de plus, c'est pas mal, voilà, il faut absolument avoir les mêmes règles. Alors que ça soit sur la partie production, en gros, qu'est-ce qu'on a le droit dans le cahier des charges pour produire ce kilo de poulet, mais aussi toutes les règles commerciales, etc., le type de volaille qu'on importe, est-ce que c'est du mariné, est-ce que c'est du frais, etc. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a des distorsions ou des façons de contourner les choses pour arriver à faire rentrer ces volailles sur notre territoire. Alors, comment on peut agir? Je crois que dans notre préparation, tu avais évoqué la façon dont on traitait la voiture électrique, dont le gouvernement aidait ce produit à s'installer. Et alors, dans la mesure où justement il est nouveau, est-ce qu'il y a des moyens de comparaison, une possibilité de dire au gouvernement, vous voyez, vous avez un cas là qui est encore plus, c'est l'alimentation, c'est encore plus important, alors que sur quelque chose comme la machine automobile, on l'aide, on l'impulse? Je pense que si on part du principe que l'alimentation, c'est quelque chose de
presque plus vital que le transport, à mon sens. Je ne suis sûrement pas objectif. Je pense qu'il est grand temps en fait, d'avoir une vraie politique alimentaire. Aujourd'hui, chaque année, avec la politique agricole commune, on dépense 9 milliards d'euros uniquement à la production. C'est réparti plus ou moins bien, on revoit ça tous les 7-8 ans, et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc, on l'a fait pour la bio, on a des aides à la conversion bio, donc on s'est retrouvé avec pléthore de production bio aujourd'hui qui ne trouvent pas de débouchés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps d'avoir une politique de la demande. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on veut manger et comment on fait pour y arriver. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les gens qui veulent acheter des voitures électriques, ils ne peuvent pas, il faut les aider, la plupart. Peut-être qu'il est grand temps de penser à une politique alimentaire, conjointement menée, à mon avis, ministère de l'Agriculture et ministère de la Santé, parce qu'on sait aussi bien que bien manger, c'est des coûts de santé en moins. Donc il est grand temps, en fait, de redéployer peut-être de l'argent, qui existe déjà, hein, ce n'est pas lever un nouvel impôt, hein, vers la demande, choisir la demande qu'on veut, et derrière, s'il y a de la demande, eh ben, on trouvera la production. Alors vous avez dit, est-ce que produire est devenu un gros mot? Oui. Oui, parce que comme en fait la demande est mal définie, en fait les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils achètent et c'est tellement plus simple d'acheter quelque chose qui n'est pas produit chez nous, dont on ne voit pas les effets, qu'on éloigne énormément le consommateur de la production. Qu'est-ce qu'on a évoqué les cantines? Qu'est-ce qu'il en est là on est à combien de pourcentage de bio dans les cantines? 8, 10? Alors aujourd'hui, si on regarde les chiffres de ma cantine, hein, on est autour de ça, entre 7 et 8 de produits bio. C'est très bien, on peut encore faire mieux puisque la loi fixe un cap. On nous dit qu'on va renforcer les contrôles, bon, pourquoi pas. Après, ça ne fera pas tout. En fait. On sait très bien que les collectivités et la partie restauration hors domicile, cantine scolaire notamment, ça ne fera pas tout. Il faut aussi qu'il y ait une relance de la demande au niveau de la consommation des ménages. Très bien. Je reviendrai vers toi après. Un autre acteur, bien sûr, très important, ce sont les industriels. Et on a la chance d'avoir avec nous le leader, donc LDC. Et Dylan Chevalier est directeur RSE. Donc LDC a la particularité d'être sur toute la filière. Donc on va élargir encore plus le spectre, et pas que sur le poulet. Mais justement, on va évoquer les autres leviers sur lesquels on peut agir. Donc Dylan, déjà nous dire un petit peu LDC, ce que ça représente, même si c'est relativement connu, un acteur important en France et en Europe. Merci. Donc, vous l'avez dit, leader des volailles françaises en France. LDC n'est pas le leader en France, par contre, parce que le leader en France, c'est l'importation. Ah, d'accord. Et c'est bien là le problème, et c'est pour ça qu'on est là. Donc, on est leader de la diversité, parce qu'effectivement, la France est le seul pays au monde à produire des canards de Barbarie, des pintades, des cailles, des pigeons, etc. Enfin, toute cette diversité dont a parlé tout à l'heure parfaitement bien Yann. Le leader des volailles plein air, des volailles sortant à l'extérieur. Ça, c'est une particularité française. C'est 20% de ce qu'on produit, 20% de ce qui est consommé à peu près en France, quand c'est moins de 2% dans le reste du monde. On a une diversité aussi des segments et des gammes et des produits. Quand on va dans un rayon à l'étranger, on trouve une grande standardisation des produits. Nous, on est vraiment les champions de la diversité, mais aussi de la gastronomie, parce que derrière, c'est toute l'histoire française. Du savoir-faire des éleveurs, mais aussi des savoir-faire gastronomes. Justement, est-ce qu'on est assez innovant, justement? Oui, alors nous, on développe de l'innovation. Je crois qu'on a fait preuve dans cette filière de beaucoup d'innovation pour s'adapter aux attentes des consommateurs. On trouve des produits de volaille aujourd'hui dans le snacking, voilà. Dans les nouveaux modes de consommation. Cette filière a su, je dirais, se remettre en question, investir, innover. Donc je crois qu'on a beaucoup d'atouts. On peut noircir le tableau, en effet, sur les importations. Et aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme sur le fait que ces importations sont massives, qu'elles touchent le moyeu de la roue, et c'est un vrai sujet. Au-delà de ce qu'a dit Benoît tout à l'heure, nous, ce qu'on voudrait ajouter, c'est que oui, il faut réguler les marchés et faire en sorte d'aider le consommateur, parce qu'on ne produit que ce qui se vend. On ne peut pas produire ce qui ne s'achète pas. Et le consommateur, il a besoin de savoir quelle est l'origine du produit. Il le dit dans toutes les enquêtes qu'on mène. Un consommateur, lorsqu'il sait que le produit vient de France, il sait pourquoi il met le prix, et il y a le juste prix en face, parce qu'il sait que c'est l'agriculture derrière la plus vertueuse au monde. S'il ne sait pas quelle est l'origine de son produit, donc nous, on prend un engagement. L'étiquetage. Exactement. On prend un engagement et on demande à ce que ce soit relayé par les pouvoirs publics. C'est d'afficher l'origine pays en face avant des produits, aussi gros que le logo volaille française, large, visible, même lorsqu'il s'agit de pays importés. Et est-ce que tu penses qu'on y va ou pas?
Est-ce qu'il y a est-ce que j'espère- les contacts que tu as eu au salon Alors, les contacts qu'on a eus au salon, pour le moment, en termes de propos qu'on a eus, oui, il y a des avancées. En termes d'actes, on est encore en attente. Donc, on a beaucoup d'espoir. Maintenant, on reste optimiste chez LDC par rapport à l'avenir de cette filière volaille, pour 3 raisons. C'est la viande la plus consommée dans le monde. Elle a enregistré plus 3,6% d'augmentation de consommation entre 2023 et 2022. C'est vrai qu'on ne le dit pas, on ne le sait pas. Elle est la viande recommandée par le Programme national nutrition santé avec les œufs. C'est la protéine animale la plus saine et la plus recommandée. Et en plus, elle a l'impact carbone le plus faible. Donc cette viande, elle a de l'avenir. Encore faut-il que le consommateur sache d'où elle a été, par qui elle a été élevée et quel est le pays d'origine du produit qu'il est en train de consommer. J'ajouterai un dernier point, c'est que l'alimentation, c'est la première énergie du corps. On veut être souverain en matière d'énergie. Commençons par l'alimentation. L'alimentation, c'est le premier médicament du corps. Ça a été dit par Benoît. On veut être souverain sur la santé. Mettons des moyens sur l'alimentation. Et ça commence par la clarification des origines. Merci. Alors justement, l'alimentation, nous, on va être transparent pour vous dire ce que vous mangez. Je sais que c'est bon, mais on a la chance quand même d'avoir le chef qui nous a fait un plat en parfaite adéquation avec le sujet. Il s'appelle Maxime Lefebvre. Il a un restaurant à la Bastille à Dunkerque. Chef, qu'est-ce que tu nous as fait de bon? En tout cas, j'ai l'impression qu'il se régale. Alors ce matin, pour démarrer, on a fait un petit œuf brouillé à l'ail noir avec un petit peu de lard dessus et juste un toast aux graines à l'huile d'olive. Je pense que pour démarrer la journée, c'est plutôt pas mal. L'ail noir, c'est vraiment un super bon produit. Ça. C'est ce qu'on mange à Dunkerque tous les jours ou pas alors? On est plus proche, du gras que de l'ail noir, mais bon, aujourd'hui, on a fait un effort. Hein. Mais on mangera des crevettes grises tout à l'heure quand même. Et du keeper et tout ça, voilà. Bon, en tout cas, merci, chef. C'était super. Donc, c'est les chefs Eurotalk. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Nous avions, j'ai mon collègue au J'ai bout une de la question table. Internet, ouais, exactement. Voilà, une question Internet. La mouche du coche, c'est pas le Bafi de la table, mais quand même, il faut se méfier. Non, Attention, alors, Eric. Voilà, c'est ce qui nous était. On vous écoute avec forcément beaucoup d'intérêt. C'est vrai qu'on évoquait le bio, mais certains se posent la question côté abattoir sur des filières qui sont quand même assez importantes sur à destination finalement des poulets halal ou des poulets cachers. Est-ce là aussi finalement des débouchés complémentaires où là aussi l'indice de qualité à la française serait en mesure de ravir, je dirais, des marchés importants? Ah, Merci beaucoup pour cette question. Donc, tu peux rester. Je propose la réponse. Sur les produits halal, en effet, c'est un marché qui est en développement, en croissance. Les attentes des consommateurs halal ou kasher sont les mêmes que pour tous les consommateurs.